3 mois, t'es obligé d'avoir des progrès et c'est le minimum pour savoir si ça te plaît ou pas. Si je veux continuer et progresser, il faut aussi que je rencontre des gens qui parlent la même langue que moi. Le meilleur moyen d'apprendre et de prendre des raccourcis dans l'apprentissage, c'est de passer par... J'aime bien dire que ma vie, c'est un film, aussi modeste soit-il, où j'ai choisi les décors, je choisis les personnages à l'intérieur, je choisis quel métier et quel rôle je vais vivre. Quand t'entres en 6e, tous les gens qui sont dans ta classe entrent en 6e et démarrent ça aussi. Quand tu te lances dans un quelconque projet, il y a forcément des gens qui se lancent aussi. C'est des moments comme ça où tu te rends compte que tous les gens que t'admires sont exactement comme toi. J'avais plein d'idées de projets et de choses que je voulais faire. Les amis que j'avais ne le faisaient pas. Soit je reste sur le canapé puis j'attends la fin du week-end, soit je commence à le faire tout seul. Peut-être te lancer dans quoi que ce soit. Il te suffit de 5% des réponses. Les 95% restants, tu les trouveras en chemin. Tous les gens qui attendent 100% des réponses pour se lancer restent immobiles. Trop d'introspection, c'est dangereux. Je me pose pas des questions sur qu'est-ce que je vais faire dans 5 ou 10 ans. C'est un peu un bullshit et c'est un peu une connerie. Si tu veux réussir avec ta de grandes ambitions, toute pièce a deux faces. À un moment donné, il faut que tu le payes. Tous les matins, je me lève et je me dis, aujourd'hui, je vais avancer vers mon rêve. Donc, salut Victor, bienvenue sur le podcast. Merci d'être venu, ça fait super plaisir. Merci à toi, Ziad, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de venir partager. Et donc voilà, pour introduire un peu l'épisode, je vais te demander de te présenter rapidement, me dire un petit peu comment tu te définirais actuellement, ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Ouais. Écoute, je m'appelle Victor, j'ai 28 ans et je vis actuellement au milieu des Alpes. Dans la vie, j'aime bien me présenter avec 3 casquettes. La première, c'est la casquette du créateur parce que c'est ce qui m'anime profondément. J'adore créer, écrire, dessiner, faire de la vidéo. La deuxième, c'est la casquette d'un peu d'explorateur parce que je suis un grand curieux et j'adore découvrir de nouvelles disciplines, de nouveaux endroits, de nouvelles inspirations. J'adore découvrir et j'adore apprendre. Et la troisième, c'est un peu la casquette de l'entrepreneur parce que il faut bien que je gagne ma vie et c'est comme ça que j'arrive à lier un petit peu ces deux autres premières intérêts. Donc concrètement, dans la vie, je suis créateur de contenu. Je crée du contenu pour mon propre compte, pour mes propres réseaux. Et j'accompagne des entreprises et des indépendants dans leur création de contenu, dans leur stratégie autour de ça. Et c'est d'accord. Comme ça. C'est quel type d'accompagnement que tu fais sur les réseaux? Ça dépend en fait. C'est vraiment au cas par cas en fonction des projets. Des fois, c'est des entreprises qui ont besoin de contenu. Alors ça peut aller de l'entreprise du fleuriste du coin à une plus grosse entreprise. Et souvent, moi, ma spécialité, ce que je préfère, c'est pour des indépendants, soit des freelances ou des solopreneurs, ou des personnes qui ont des projets en tout cas seuls. Par exemple, là, j'accompagne un client autour d'un podcast où je l'ai aidé à monter son podcast, à le créer, et maintenant à peaufiner sa communication autour du podcast, en gros. Ok, super, merci. Et du coup, voilà, en me renseignant sur toi, j'ai vu que tu étais passé par plein de métiers, plein de projets entrepreneuriales différents. Est-ce que tu pourrais me faire une petite rétrospective de justement ton parcours jusqu'à, on va dire, te lancer dans la création de contenu? Ouais. Ça commence à faire un gros parcours. C'est vrai que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je me suis remémoré ça et je me suis rendu compte du temps qui était passé. En gros, je crois que ça a commencé vers mes 16-17 ans où j'ai eu mes premières questions à me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Je supportais pas rester assis à l'école et attendre mon bac et attendre la fin de mes études pour commencer ma vie. Donc dès le week-end, j'ai commencé à faire mon premier job ou des premiers projets. Le premier, je crois que j'avais 16 ans, j'étais animateur radio dans une petite radio locale. Ça me plaisait bien de passer de la musique. Donc après, j'ai vu un coup un pote qui mixait avec des platines et je me suis dit putain, j'ai envie d'être DJ. Donc j'ai demandé à mes parents de m'acheter des platines, je les ai eues au Noël suivant et j'ai commencé à être DJ. Ça m'a suivi pendant quelques années jusqu'à mes 18 ans à peu près où là je me suis dit mais en fait faut que j'ai mon bac, faut que je trouve où est-ce que je vais faire mes études. J'ai pas trouvé, je savais pas ce qui m'inspirait, il y a rien qui me donnait envie, donc j'ai un peu rien foutu pendant quelques mois jusqu'à trouver un job avec un pote dans le bâtiment où je rénovais des apparts. J'ai fait ça pendant à peu près 6 mois, je crois. Après, je me suis dit, il faut peut-être quand même que je reprenne mes études. Donc le bâtiment, ça me plaisait, j'étais plutôt bon en maths. Je me suis dit tiens, je vais faire géomètre. Donc je suis parti faire un BTS géomètre en alternance. Je suis sorti du BTS et je me suis dit mais en fait c'est vraiment pas fait pour moi. Donc là, j'ai trouvé un taf dans un bar où j'ai recommencé à faire quelques soirs en tant que DJ. Et en fait, ce bar-là m'a dit, mais ça te dit d'être barman dans le bar? Je dis, vas-y, ok. Donc j'ai fait ça. À cette époque-là, en parallèle, je crois que je faisais des ménages dans un autre bar un peu plus loin le matin. Tu vois, j'allais faire le ménage dans le bar et le soir, je bossais dans un autre bar. J'ai fait ça pendant un an et demi.
Après, j'ai arrêté ça parce que concrètement, le côté un peu monde de la nuit, DJ, serveur et tout, c'était sympa, mais c'est pas une vie, quoi. Je me levais tous les Mm. jours à 16h et puis je partais au taf à 19h et puis je rentrais à 6h du mat, tu vois. C'était un vrai bordel ma vie à ce moment-là. Et vu que j'étais vraiment toujours fan de musique, c'est ce moment-là où j'ai essayé de me dire mais comment je peux créer un projet dans la musique, tu vois. Donc j'ai essayé de monter un label de rap. Je suis un grand fan de rap et j'ai essayé de lancer un label de rap avec un collègue. Très rapidement, ça s'est mal passé, donc on a abandonné le projet et je me suis dit comment je peux continuer ce projet-là tout seul. Donc j'ai commencé à apprendre à faire des instrus de rap, à enregistrer Excuse-moi de te couper, mais est-ce que peut-être que c'est personnel et justement c'est pour ça que tu détailles pas, mais comment ça s'est mal passé? Est-ce que tu peux détailler un peu plus sur ce sujet-là? Ouais, en fait on n'était pas d'accord en fait sur comment s'organiser. Puis tu vois, j'avais entre 18 et 20 ans. Je me connaissais pas autant que je me connais aujourd'hui. J'avais pas le même self-control et compagnie, et lui également, tu vois. Euh, donc on se comprenait pas, on avait des problématiques chacun. Lui avait un peu la partie ingé son et moi je faisais toute la direction artistique et la recherche des rappeurs. Et en fait, moi je lui demandais des choses, lui il m'en demandait. On n'était pas d'accord sur la direction artistique à suivre qu'on voulait lancer avec le label, par exemple. Et du coup, on n'était jamais d'accord. Enfin, plus le temps passait, plus on n'était pas d'accord. Et simplement un soir, on s'est engueulé. Il y a des mots qui sont allés trop loin. Et du coup, on s'est dit vas-y, on arrête là. Euh, et je m'étais dit surtout, à ce moment-là, il fallait pas que je lance quelque chose avec quelqu'un. Tu vois, j'avais des idées qui étaient trop arrêtées sur ce que je voulais faire. Et du coup, il fallait que je le fasse moi-même. En gros. Ok, ouais. Euh, du coup, ouais, après, je commence à faire des instrus et je me dis, faudrait que j'apprenne tout seul à enregistrer des gens. Donc, je me sers un peu de l'expérience que j'avais eu avec le label, enfin, avec la tentative de label en tout cas, pour commencer à enregistrer des potes dans ma chambre avec un vieux micro et une cabine bricolée. Euh, j'ai produit quelques petits EP ou un petit album pour un artiste de Strasbourg et tout. C'était incroyable pour moi. C'était mes premiers euros que je me faisais à distance, ou en tout cas sur Internet. C'est assez marquant pour moi. Et ensuite, où est-ce que je suis parti? Je crois que oui, c'est à peu près à ce moment-là où après, à un moment donné, en fait, c'est pareil. Il y a un problème qui revenait, c'est que j'en avais marre d'être dépendant de la réussite des autres. J'étais dépendant de la réussite des gens avec qui je travaillais pour mieux réussir. Et puis à ce moment-là, j'ai un pote qui m'a proposé un job en tant que skiman en station, donc il n'y avait plus rien à voir avec ça. Mais vu que je suis né à Chamonix et que j'ai toujours grandi en montagne, je sais skier, je connaissais bien le ski. Et là, j'ai un pote qui me propose un job en station. Donc je vais faire une saison avec lui, je redescends de la saison, c'était trop cool. Et je me dis maintenant, faut que je me trouve un job qui ne soit pas saisonnier parce que faut bien que je m'occupe. Donc je trouve un poste de vendeur dans un magasin de sport de montagne, dans un sport 2000 à Annecy, tu vois. Donc je vais bosser là-bas. Et c'est cool parce que j'ai un taf, mais je me fais chier, quoi, tu vois, honnêtement. Faut dire les termes. À un moment donné, bosser dans le commerce dans un magasin comme ça, moi ça me convenait pas, ça me stimulait pas ni physiquement ni mentalement. Donc je me sentais vraiment mourir là-dedans, tu vois. Donc je cherchais comment évoluer, tu vois, ça a été mes premiers rapports avec le développement personnel, parce que c'est ce moment où je me disais vraiment mais comment je peux évoluer, comment je peux changer ma vie, comment je peux devenir meilleur dans mon travail. Et là, il y a un truc qui moi, ça a été une bénédiction pour moi et qui est une catastrophe bien sûr, mais ça a été le Covid. Euh, Quand le Covid est arrivé et qu'on a été confiné, magasin de sport pas essentiel du tout, on a été fermé très rapidement. Et en fait, là, je me retrouve tout seul dans un appart à me dire, ok, là, t'as minimum 2 semaines devant toi, si ce n'est un mois ou 2 mois, où t'as rien à faire. Et t'as rien à faire. Donc profites-en pour faire quelque chose que t'as jamais fait de ta vie. Et je me suis dit, vas-y, viens, je vais apprendre quelque chose que j'ai jamais pu apprendre avant sur Internet. Et du coup, je rêvais à ce moment-là d'apprendre à faire des sites. Donc j'ai tapé formation créer des sites Internet. J'ai pris la première. J'ai mis 100 balles dedans. Et j'ai passé mes 2 mois de confinement à apprendre à développer des sites en HTML, CSS et compagnie. Et du coup, après, j'ai repris mon taf. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc il faut que je change de taf. En fait, je peux pas rester là-dedans. Mais tant que j'ai appris ça, j'ai envie de continuer d'apprendre. Mais vu que je fais 39 heures et puis que je passe 6 heures par semaine dans la bagnole, en fait, j'ai juste pas le temps, quoi. Donc je quitte ce taf-là et j'arrive à trouver une alternance pour continuer mes études justement dans le marketing digital. Ça me permettait de continuer à toucher au web un petit peu. Donc je fais une licence en alternance dans une boîte pour un site de e-commerce en fait de matériel de montagne. C'est comme ça que j'arrive à avoir le job. Je fais un an là-bas
Et en parallèle de ça, je me dis déjà, tu vois, j'avais 25 ans, je crois à peu près, il y a 3 ans maintenant. J'avais 25 ans, je me dis, j'arrive dans le web, il faut que j'ai plus d'expérience que les gens qui sont déjà là ou qui ont mon âge. Il faut que je rattrape mon retard. Donc en parallèle de ça, je commence à créer mon agence web avec mon petit frère. On crée des sites, on contacte tous les gens qu'on connaît, on leur demande s'ils ont pas besoin d'un site. Donc on en fait quelques-uns tous les mois comme ça, tu vois. Ça dure à peu près toute l'année, ça tient. Après on arrête parce que du coup on a des projets différents avec mon frère et c'est là où je me sentais pas continuer l'agence tout seul parce que c'était cool, ça me rapportait de l'argent, mais ça m'épanouissait pas du tout. Je continue avec un master, je continue en alternance et c'est là où je me dis ok, je vais profiter d'être en alternance et d'avoir mes études pour pas trop réfléchir au côté financier et monter des projets qui moi m'animent vraiment et qui petit à petit à la sortie de mes études en fait vont pouvoir ressembler à quelque chose, tu vois. Et c'est là où du coup j'ai commencé à réfléchir au podcast, accessoirement parce qu'aussi je m'ennuyais un peu dans le taf que j'avais beaucoup de temps. Donc j'ai commencé avant ça, j'ai commencé à vraiment créer sur internet, à publier sur LinkedIn régulièrement, à faire des rencontres. Petit à petit, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Donc là, j'ai lancé le podcast, que ça me permettait d'écrire sur LinkedIn, de partager des podcasts, de partager les podcasts en audio et en vidéo sur YouTube, d'en faire des shorts et de les mettre sur Instagram ou sur TikTok. Donc ça me permettait vraiment d'explorer tout l'éventail de la création de contenu en ligne. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'à ce début d'année où j'ai voulu prendre un renouveau, on va dire, dans ma vie et dans le sens que je lui donnais. En gros, à peu près. Ouais, voilà, franchement, un parcours super intéressant. Et tu vois, justement, toutes les voix que t'as fait, ça, enfin, je suis passé aussi par la case rap, moi aussi, mais plutôt par le côté rappeur plutôt que beatmaker. Mais bref, j'ai fait aussi pas mal, enfin, comme toi, tu vois, j'ai eu plusieurs projets qu'à chaque fois j'abandonnais, etc. Et une question que je me pose souvent, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour abandonner quelque chose? Parce que souvent, on peut aussi être tenté d'abandonner parce que ça devient difficile et je pense que tu connais, voilà, le syndrome de l'objet brillant, tu vois, où on a l'impression que justement quelque chose est mieux parce que voilà, on connaissait pas ou parce qu'on voit pas encore les difficultés qui sont associées avec cette activité. Comment est-ce que toi tu fais pour justement, voilà, dissocier le fait que vraiment c'est quelque chose dans lequel tu pourras pas t'accomplir et t'épanouir et juste voilà les difficultés qui sont liées à tout projet qui en vaut la peine, quoi. Ouais, c'est une très très bonne question. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir testé plusieurs fois, échoué plusieurs fois, abandonné plusieurs fois qui fait que petit à petit t'arrives à le sentir et à t'en rendre compte, tu vois. Ça se trouve j'étais fait pour être DJ, et que j'étais un super bon DJ, tu vois. Mhm. Mais il y a au début, il y a plein de choses que moi j'abandonnais parce que ça devenait trop dur, tu vois. C'est très simple d'apprendre le 0 à 10, mais le 10 à 100, tu vois, c'est plus compliqué. Le début de l'apprentissage est toujours plus simple. Et du coup, moi, c'est ça qui m'excitait. C'est pour ça, je pense que je recommençais souvent. Et puis, je me disais pas, je vais faire ça toute ma vie, tu vois. Donc, j'abandonnais plus facilement. Et maintenant, avec le temps, euh, je me pose des questions sur où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me fait rêver profondément, et est-ce que je suis prêt à en payer le prix. Je pense que c'est aussi ça, tu vois. C'est que avant de me lancer dans un projet, j'essaie de me rendre compte des difficultés que c'est et de me dire, est-ce que ça me fait peur parce que c'est difficile, est-ce que ça me fait peur parce que j'en suis pas capable, peut-être, euh, et d'essayer de comprendre tout ça en fait, de comprendre pourquoi je pourrais échouer ou pourquoi je pourrais abandonner. Et de là, quand je m'engage dedans, si un jour j'ai de la difficulté ou de la douleur, c'est parce que, enfin, un, je l'ai choisi, et deux, je sais qu'elle allait arriver. Donc, euh, je suis sur la bonne voie aussi parce que je me suis demandé où est-ce que je voulais aller et que cette douleur, c'est une douleur que je dois passer c'est une étape que je dois passer pour aller plus loin vers mon projet. Je vais te donner un exemple, tu vois, c'est que par exemple, tu vois là, le podcast que j'ai un peu mis de côté, ça me plaisait, mais sauf qu'à un moment donné, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à en tirer sur cette année pour passer à la deuxième étape du projet. Ça fait 1 an ou 2 ans que je me dis j'ai un rêve, c'est de réaliser un documentaire et de globalement créer du contenu sur Internet, mais de réaliser un documentaire. Et je me dis le podcast ça va être la première étape, mais à un moment donné il faut que je passe à autre chose, il faut que je passe à la vidéo, il faut que je passe à des formats plus travaillés, plus profonds.
Et du coup, c'est là où je me dis, ok, bah là, je passe à autre chose parce que c'est l'évolution de mon projet. Et concrètement, bah là, tu vois, je me mets à la vidéo pour pouvoir réaliser le documentaire dans les prochaines années. Bah à chaque fois que je fais du montage ou à chaque fois que je crée une vidéo, il y a toujours des moments de douleur où je me dis, Hmm. putain, j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre, c'est trop chiant, en fait, c'est pas fait pour moi. Et là, je me dis, bah non, en fait, parce que faire le podcast, faire le documentaire, j'ai vraiment envie d'y aller. Je veux y aller coûte que coûte. Donc, il faut que je passe cette épreuve, tu vois. Et puis des fois, bah simplement, à un moment donné, je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Bah je sais pas, je faisais de la photo. Euh, et en fait, la photo, moi, je me dis, bah c'est cool, mais ça va pas me rapprocher de ce que je veux réaliser. Donc, en fait, ciao, tu vois. D'accord. Ok. Du coup, c'est intéressant, mais le documentaire, c'est vraiment la boussole qui te guide et le projet qui te drive le plus. Ça a été le premier en fait. Je parle toujours de celui-là. C'est pas le plus important pour moi, mais c'est une image que j'ai dans ma tête. Tu vois, c'est la première image que j'ai réussi à identifier dans ce que je voulais faire. Tu vois. La question de sens et de ce que je veux faire dans ma vie, ben, comme je te dis, elle est là depuis que j'ai 17 ou 18 ans et j'ai 28 ans et commence à peine à le concrétiser. Euh, et le documentaire, c'est un truc que j'ai depuis quelques années. Et j'ai cette image d'une salle de cinéma, tu vois, où j'invite tous mes amis pour leur montrer pour faire l'avant-première de mon documentaire, tu vois. Et ce truc-là, ça me remplit de joie et je me dis, si je fais ça, je suis fier de moi. Je sais pas encore sur quoi va être le documentaire, comment il va être, mais c'est un des trucs que je veux réaliser. Et je l'avais identifié très précisément depuis un moment, tu vois. Et c'est assez concret, c'est pas sur Internet, c'est très concret, et c'est très physique. Il y a d'autres objectifs que j'ai qui sont plus importants que ça pour moi en amont. Mais tu vois, c'est un peu une vision lointaine comme un phare où je me dis voilà, je vais dans cette direction-là et c'est dans cette direction-là que je vais réaliser plein de trucs. Tu vois. Ok, bah super intéressant. Et le projet des 90 jours, est-ce que tu peux un peu plus me décrire quel était le chemin derrière ça, justement, vu que tu produisais déjà du contenu avant, mais moi en tout cas je t'ai connu par rapport à ça. Je sais pas si c'est les contenus que tu as fait qui ont le plus explosé, mais en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Voilà, est-ce que tu peux me raconter bah, cette Ouais. aventure-là? Ouais. Bah en gros, tu vois, là où j'ai arrêté le parcours tout à l'heure, c'était en début d'année où bah j'ai été libre de mes cours, de mon diplôme et de tout ça, tu vois. Et je me suis dit ok, vas-y maintenant, 100% de ton temps doit être alloué à tes projets, à ce que tu as envie de faire. Bah globalement déjà je savais que j'allais pas prendre un job et un CDI, c'était pas envisageable pour moi. Donc je commence à me dire bah écoute, faut que je gagne ma vie, faut que je me mette à mon compte, faut que je trouve comment. Et donc bah j'ai fait la liste de tout ce que j'aimais, la photo, le podcast, la vidéo, tout ça, et j'ai essayé. J'ai commencé par la vidéo, par le montage. J'ai essayé un petit peu, ça m'a plu mais pas trop. Après j'ai essayé le podcast, j'ai essayé la photo, j'ai essayé d'écrire, j'ai tout essayé. Et j'ai l'impression de perdre mon temps et je me suis perdu là-dedans, tu vois. Euh, et en fait, c'est quoi, en septembre, au mois de septembre, la vidéo, ça commence à revenir et ça commence à me dire, putain, j'aime bien ça quand même. J'ai envie de reprendre un challenge de création quotidienne parce que c'est un truc qui est vraiment, quand t'aimes créer, en tout cas, je trouve ça, ça te booste et tu te donnes à 200%, tu vois. Et je me dis, j'ai envie de retrouver un challenge de création quotidienne. J'ai jamais trop publié sur Instagram. Pourquoi pas essayer? Viens, pendant un mois, je publie un Reels par jour. Et, euh, et à peu près à ce moment-là, je tombe sur des contenus de Tristan Vincent qui a lancé le projet 99 pour 99 jours, Mona de Rissap qui a lancé le projet 121 parce qu'elle a commencé en septembre jusqu'à la fin de l'année, et Tom Vignerès qui faisait une vidéo par jour pour devenir freelance en no-code. Et je me dis, ok, t'as envie de tester la vidéo pour voir si ça te plaît et pour voir, bah, pour avancer aussi un petit peu sur ce chemin du documentaire. Donc il faut que tu apprennes la vidéo. Les réseaux sociaux, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui m'attire, en tout cas, comprendre comment ça fonctionne. Et ça me servira pour mon documentaire et tous mes autres projets. T'as envie de te lancer dans un défi de création quotidienne, bah viens, tu te lances dans un défi. Et je me dis, en fait, faut pas faire 30 jours parce que c'est pas assez ambitieux. Fais-le sur 90. On est le 1er octobre, ça fait jusqu'au 31 décembre à peu près. Voilà. Comme ça, tu as un objectif qui est ambitieux, qui va, dans tous les cas, en 90 jours, c'est sûr que je vais progresser énormément. Et, euh, et l'idée, c'était aussi de, de, de me concentrer sur un projet, tu vois, sans me dire, bah, je vais arrêter au bout d'un mois parce que je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça. 3 mois,
En fait, en 3 mois, pour moi, t'es obligé d'avoir des progrès, t'es obligé de réussir d'une certaine manière, et c'est le minimum pour savoir si ça te plaît ou pas. Il y a trop de projets que j'ai abandonnés au bout d'un mois, alors que ça se trouve en fait c'était des projets de ouf pour moi. Donc c'était vraiment ça, et, euh, et je me suis lancé au 1er octobre dans ce projet. Et oui, et le dernier truc c'était ça, c'était aussi le principe de ce genre de projet, c'est de se dire à ce moment-là, c'était profondément pas mal dans ma vie, j'étais heureux, mais j'étais loin de mes objectifs, tu vois. Je commençais à me dire, tu vois, je venais d'avoir 28 ans, et je me disais, je suis loin de mes objectifs. J'avais de réaliser un documentaire et de faire des vidéos sur Internet, mais je suis incapable de faire une vidéo tout seul. Donc, comment tu vas dire à tout le monde que tu veux faire un documentaire alors que tu sais pas faire de la vidéo, tu sais rien monter. Et donc, je me dis, ok, vas-y, comment je peux dessiner un challenge pour qu'en 3 mois, en 90 jours, je sois un minimum compétent dans ce domaine pour pouvoir en parler ouvertement, tu vois. Hmm, je vois. Encore une fois, super intéressant. Et comment tu l'as vécu justement le succès de cette série? Euh, c'est assez drôle parce que tu vois, il y a des trucs où le succès est toujours relatif, tu vois. Je pense que j'ai encore énormément à prouver, tu vois. Euh, mais le succès que je l'ai trouvé quand j'ai eu des premiers messages de gens qui me disaient c'était inspirant et ça m'a donné envie de me lancer ou de me bouger, tu vois. Et ça, un seul message aurait suffi que ce soit un certain succès pour moi. Après, ce qui est drôle, c'est que tu sais, souvent quand tu te lances pour créer, tu te dis mais bah ouais, j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'avoir des centaines de milliers de vues, j'ai envie d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés. C'est la première étape. Et je pense que cette étape, elle est très importante à passer rapidement et à se déconnecter de ça et à se concentrer sur ce que tu crées, tu vois. Au début, les premières semaines, j'étais là où les premiers jours, je publiais, puis au bout d'une semaine, 2 semaines, tu te dis, ah, ça fait 2 semaines que je publie et j'ai toujours pas de succès, on va dire, j'ai toujours pas de résultat. Et en fait, je pense que c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où il faut se déconnecter de ça et se dire, ok, comment je peux me concentrer sur ce que je fais pour que ce soit le meilleur possible et que ça marche. Et je me suis rendu compte que les quelques vidéos que j'ai faites qui ont le mieux marché, c'est celles en fait sur lesquelles pas j'avais le moins d'attentes, mais j'ai passé le plus de temps à prendre du plaisir à la faire, et deux, à me dire ok, je vais passer le plus de temps possible pour que ce soit la meilleure vidéo euh, et le faire avec les tripes. Et en fait, c'est là où petit à petit, tu commences à avoir des petits succès et puis les enchaîner en fait, puis vraiment être patient. D'accord. Est-ce que t'es aligné dans... Tu sais, il y a souvent cette dichotomie un petit peu entre ce qui se fait sur les plateformes, ce que les gens veulent, entre guillemets, et ce que nous, en tant que créateurs, on a envie de proposer. Et est-ce que justement les vidéos qui ont réussi, c'était plutôt des vidéos que toi, t'avais envie de faire pour toi, ou des vidéos que tu jugeais bien par rapport à voilà ce qui est bien pour la majorité des gens sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai eu la chance que ce soit les deux, tu vois. Je pense qu'un truc qui est important quand tu commences à publier comme ça régulièrement, c'est de te dire mais pourquoi tu le fais. Moi, mon pourquoi numéro un, c'était parce que j'avais envie de progresser en vidéo. Donc clairement, j'aurais pu faire des vidéos qui faisaient peut-être plus de vues, ou j'aurais pu m'intéresser à comment faire plus de vues sur Instagram, mais c'était pas mon pourquoi. Mon pourquoi, c'était vraiment de me dire comment je peux être meilleur la fois d'après. Alors après, il y a quelques vidéos que j'ai faites le week-end justement où tu fais des vidéos de 5 secondes avec un message assez simple qui font des dizaines de milliers de vues facilement. Enfin facilement, en tout cas euh, moins difficilement que sur des vidéos où tu passes des heures et des heures. Mais moi, c'était vraiment pas mon objectif, tu vois. Et c'est là où je me disais, ok, d'accord. Enfin, essaye pas de penser à ça et de vouloir faire que ça. Réfléchis à ce que t'aimes créer, ce que t'as envie de partager comme message, et comment tu peux être meilleur là-dedans, tu vois. Et justement, et te dire, ok, en fait, sois fier d'une vidéo, pas en fonction des résultats, par rapport à ce que toi t'as produit, ce que t'as réalisé. Parce que je pense qu'il y a une phase pour tout. Et quand tu crées, et quand tu commences à créer, faut pas oublier que moi, la vidéo, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je me suis forcé, je me force encore à me dire, crée, 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 et tu verras au bout de 90 jours. Et en fait, pendant 90 jours, fais des trucs comme ça tous les jours, apprends. Et au bout de 90 jours, pose-toi, commence à écrire une stratégie si tu as envie de commencer à réussir à faire plus de vues ou quoi que ce soit. Mais si tu commences à avoir ça comme premier driver, euh, honnêtement, c'est vraiment pas bon signe. Sauf si c'est le pur business, tu vois. Mais, euh, mais je pense qu'il faut commencer par apprendre et par comprendre et comprendre qu'on aime aussi ce que tu disais, tu vois. Ok, je comprends un peu mieux le processus. Mais
En tout cas, bah franchement, tes vidéos elles sont super. Ça se voit pas que tu viens de commencer à t'intéresser, enfin on va dire à ça depuis le challenge. Je pensais que c'était quelque chose que tu maîtrisais depuis longtemps. Mais ce que je trouve encore plus fort, c'est ta manière, bah justement d'écrire. Tu vois les scripts que tu fais et puis voilà que tu postes en même temps sur tes posts. Bah voilà quoi, c'est super super inspirant. Je trouve que t'écris super bien. Est-ce que tu avais une expérience précédente par rapport à ça? Bah déjà merci du coup. L'expérience que j'ai par rapport à ça, c'était LinkedIn. Euh, je dis souvent que bah, je suis nouveau dans la vidéo, mais je suis pas nouveau dans la création, tu vois. J'ai passé un an et demi sur LinkedIn, où j'ai dû publier, je sais pas, une centaine, entre 100 et 150 posts au total sur LinkedIn. Euh, et, et ça, clairement, bah, c'est un avantage que j'avais. Si tu me compares aujourd'hui à d'autres vidéastes qui font le même type de vidéo que moi, bah, tu regardes concrètement, techniquement, je suis moins bon parce que je suis pas vidéaste depuis aussi longtemps. Par contre, bah, sur les scripts, je suis pas exceptionnel, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, Hmm. c'est même comme ça que je fais tout mon process, c'est que j'écris un script comme j'écrivais un post LinkedIn. C'est pour ça que ça marche. Les vidéos que je fais, je les publie aussi sur LinkedIn et ça marche pas trop mal aussi sur LinkedIn parce que je donne tout là-dessus. J'ai appris à écrire pour Internet et c'est ce qui m'aide, tu vois. C'est presque du copywriting en fait, tu vois. Euh, J'apprends à écrire, savoir comment tu structures une histoire, une idée avec un début, un milieu, une fin pour que ce soit intéressant. C'est l'outil et l'avantage que j'avais et que j'ai, et du coup, bah, je mise énormément là-dessus. Je pense que tu vois, pour chaque vidéo, pour une vidéo d'une minute, je passe entre 1 heure et 1 heure et demie à écrire, tu vois, pour 1 minute de script. Ok. Ah, c'est vrai que en vrai la compétence de l'écriture, c'est vraiment le truc qui est fondamental et que tu vas retrouver dans toute étape de création en vérité. Mais du coup, bah voilà, je comprends mieux. Du coup, c'est plus clair. Je voulais aussi te parler des habitudes que tu avais prises justement au début de ce challenge et une plus précisément, c'est celle d'aller parler à une nouvelle personne tous les jours. Donc déjà, est-ce que tu arrives à la tenir? Parce que j'ai déjà essayé de tenir cette habitude et c'est super compliqué, genre de trouver, tu vois, quelqu'un de nouveau à parler tous les jours et puis voilà, bah, on se trouve toujours des excuses pour ne pas le faire. Et ensuite, bah justement, voilà, pourquoi instaurer cette habitude? Qu'est-ce que tu recherches à travers celle-ci? Ouais. Honnêtement, je crois que ça va être l'habitude que je tiens le moins, tu vois, Hmm. sur les 5, 6 que j'ai notés pour ce projet. Mais je la garde et je continue à y penser et à essayer d'y passer un peu de temps. Parce qu'il y a un truc qu'on sous-estime énormément. Il y a deux trucs. Le premier, c'est, je pense qu'il faut pas attendre d'avoir des gens autour de soi et compagnie pour se lancer ou pour faire quoi que ce soit, tu vois. Euh, et deuxième, c'est de pas sous-estimer l'impact que les gens qu'on va rencontrer en cours de route peut nous apporter, tu vois. Mais tant que je me suis lancé, eh ben, j'ai envie de commencer à m'entourer de personnes qui font la même chose que moi, qui peuvent me comprendre. Quand tu crées sur Internet, globalement, que ce soit tous les jours pour un challenge ou juste sur une chaîne YouTube de temps en temps, euh, les gens qui sont autour de toi, donc ta famille, tes amis, et les gens que tu as rencontrés au lycée ou dans ton taf, ils vont pas forcément comprendre ça. C'est très compliqué à comprendre de dire je vais me filmer tous les jours dans ma chambre et faire des vidéos sur Instagram ou je vais raconter ma vie sur YouTube. Bah moi il y a plein de mes amis d'enfance qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais frérot, tu vois, parce qu'ils comprennent pas, ils sont pas animés par la même chose que moi et peut-être que ça les touche pas, c'est pas le public cible de ça, tu vois. Donc je peux pas leur en vouloir, c'est normal. Et dans ce cadre-là, je me suis dit ok, si je veux continuer et progresser, il faut aussi que je rencontre des gens et que je parle avec des gens qui me comprennent, qui parlent la même langue que moi, tu vois. Euh, des gens qui puissent comprendre qu'est-ce que c'est que de publier une vidéo à l'arrache parce que t'as pas eu le temps de la faire et que bah moi profondément ça me fait mal et il y a des soirs où je suis pas bien parce que bah j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, je n'ai fait une à l'arrache. Ça me fait chier, tu vois. Comprendre tout ce genre de trucs. Et puis en plus de ça, bah petit à petit s'entourer de personnes qui vont pouvoir t'aider et t'apporter des choses, tu vois. C'est pour ça que j'avais mis cette petite habitude, c'est de me dire, j'ai envie de me dire, j'avais envie de rencontrer de plus en plus de créateurs et d'entrepreneurs qui eux aussi vont pouvoir, à qui je vais pouvoir apprendre des choses et qui eux aussi vont pouvoir m'apprendre des choses, tu vois. Et je pense que c'est vraiment là où tu deviens, où tu passes une strate encore supérieure, parce que euh, le meilleur moyen d'apprendre et de prendre des raccourcis dans l'apprentissage, c'est de passer par les autres, tu vois. Euh, et tous les gros gaps que j'ai fait techniquement en vidéo, en écriture et tout, c'est parce que j'ai rencontré un vidéaste ou un copywriter qui écrivait mieux que moi, quelqu'un qui montait mieux que moi. Enfin, ce qui est assez facile quand tu débutes, tu vois. Mais du coup, tu gagnes des semaines ou des mois d'apprentissage. Hmm.
Bah, franchement, je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est grave sous-coté, c'est l'entourage. Et particulièrement, tu vois, dans les relations amicales et professionnelles, je veux dire, c'est assez commun pour tout le monde d'aller voilà chercher, tu vois, les relations amoureuses, etc. Et de, c'est d'être actif vis-à-vis de ça et de justement aller chercher, aller parler aux gens, aller voilà. Mais pour le reste, j'ai l'impression que souvent on se contente de ce que la vie nous met sur notre chemin. On est rarement actif par rapport à ça. Ouais. Il y a un principe que j'adore et hier j'ai appris ce principe par un créateur de contenu qui s'appelle Jean-Charles Turdelli, qui a sorti un livre qui s'appelle Vie intentionnelle, si je dis pas de bêtises. Et justement, il parle de cette différence entre la vie par défaut et la vie intentionnelle. La vie par défaut, c'est la vie qu'on a entre guillemets pas choisie, c'est la vie qu'on suit naturellement. C'est-à-dire, bah, tes amis, c'est les personnes avec qui bah t'as grandi, t'as été au collège, au lycée. C'est les amis de ta famille, c'est les gens de ton entourage qui sont arrivés tout seuls, tu vois. Ton travail, bah tu fais tel travail parce que tes parents t'ont dit que c'était bien, parce que de la société dit que d'être médecin c'est bien, tout ce genre de trucs. Là où tu vis, c'est lié par rapport à ça. Et en face de ça, la vie intentionnelle, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter, euh, et de quoi j'ai besoin et de qu'est-ce que je vais mettre dedans, tu vois. C'est comme j'aime bien dire que la vie, en tout cas que ma vie, c'est un film, pas que ce soit un film hollywoodien, que ce soit tout le temps incroyable. Par contre, c'est juste un film, aussi modeste soit-il, où j'ai choisi les décors, je choisis les personnages à l'intérieur, je choisis quel métier et quel rôle je vais vivre, et je choisis tout ça. Alors ça demande du taf, ça demande du temps et ça beaucoup d'énergie, mais je choisis tout ça. Alors ça m'empêche pas d'avoir bah, des amis d'enfance que j'ai gardés. Ça m'empêche pas de rester proche de ma famille, de rester là où, pas loin de là où j'ai grandi, ou tout ça. Mais je l'ai choisi, j'en ai pris conscience et je l'ai écrit. Et deux, en fait, bah tout le reste, bah, ce que je fais de ma vie, ce que je fais sur Internet, je le dessine, tu vois. Et je me dis, je veux faire ça, donc je vais être ce personnage-là, je vais l'assumer, je vais l'incarner, et petit à petit, bah voilà, je vais bah, trouver les personnages qui vont m'entourer. D'accord, bah une autre question, enfin, j'aimerais plus rentrer en détail sur comment tu t'y prends justement pour faire ça, parce que voilà, peut-être que des gens vont nous écouter, mais vont pas savoir exactement comment s'y prendre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur, bah voilà, peut-être le type d'approche à faire, ou justement où est-ce que tu vas chercher des gens qui parlent la même langue que toi, comme t'as dit, surtout si Ouais. c'est des gens qui, par exemple, n'ont pas, tu vois, une plateforme, enfin, je sais pas, tu vois, beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux ou un business, etc. Bah ça, ce qui est, tu sais, comment dire, les gens qui se ressemblent se connectent ou se reconnectent naturellement, j'ai envie de dire. Quand tu vas commencer à entreprendre quelque chose, que ce soit créer sur Internet, faire du sport ou lancer un business, tu vas forcément être amené à rencontrer ce type de personnes-là. Ou aussi, en parallèle de ça, tu peux trouver ces personnes-là sur les réseaux. Euh, Par exemple, moi, je te donne le premier exemple, c'était LinkedIn. Je me suis lancé sur LinkedIn il y a 1 an et demi, et quand j'ai commencé à créer, bah, j'ai cherché des gens qui eux aussi se lançaient, tu vois. Et en fait, c'est un Hmm. peu comme c'est un peu comme recréer une classe avec bah ouais, quand t'entres en sixième, bah tous les gens qui sont dans ta classe entrent en sixième et démarrent ça aussi. Quand tu te lances dans un quelconque projet, il y a forcément des gens à droite ou à gauche sur Terre qui se lancent aussi. Il y a des groupes comme l'Iliade qui permettent de connecter ce type de personnes. Les réseaux sociaux permettent de le faire. Je suis sûr qu'il y a des forums ou d'autres plateformes ou même globalement, je pense que sur les réseaux sociaux, tu arrives à tout trouver, quoi. Et Hmm. après, simplement, en fait, se dire, mais c'est pas, tu vas pas écrire à une personne et cette personne-là va devenir ton ou ta meilleure amie directement. C'est écrit à des gens, tu parles, tu prends le temps. Faut vraiment voir ça comme un, un investissement et se dire, je vais y passer du temps consciemment pour parler avec des gens, échanger, leur donner tout ce que je peux leur donner. Tu vois, le principe de ça, c'est pas contacter des gens qui ont réussi dans le domaine et leur dire ouais, vas-y, apprends-moi plein de trucs. Ça marchera jamais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux contacter plein de gens et leur dire bah viens, on discute, on échange nos problématiques. Et en fait, bah quelqu'un des fois qui est moins expérimenté que toi va pouvoir t'aider sur tel sujet, inversement, et donner. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas automatiquement connecter avec des personnes qui font la même chose que toi et en plus ont la même philosophie que toi par rapport à ça. Ok, je vois, bah super, merci. Et enfin, t'avais dit dans une de tes vidéos que justement tu prenais aussi des fois le temps de contacter même des gens qui étaient connus ou importants
et que entre guillemets voilà tu lançais quelque chose comme ça et puis voilà, tu te focusais pas sur le fait que ça allait forcément marcher, mais si ça marchait c'était cool. Est-ce que t'as des anecdotes par rapport à ça justement de gens que t'as réussi à connecter avec et ou peut-être pas? Ouais, bah tu vois, c'est bah, déjà par rapport au podcast, tu vois, il y a plein de gens avec qui j'ai réussi à contacter et je m'y attendais vraiment pas. Il y a un exemple, bah si, tu vois, Paolo par exemple, Paolo qui a lancé l'Iliade. Quand je l'ai contacté, c'était en début d'année, c'était il y a un moment maintenant. À ce moment-là, tu vois, j'étais pas vraiment avancé en création de contenu et simplement, je l'ai contacté sur Instagram. J'ai essayé de trouver une manière un petit peu originale de le contacter, de lui dire que j'avais envie de le rencontrer euh, pour l'interviewer dans un podcast, tu vois, et que j'étais prêt à me déplacer jusqu'à chez lui à Nice pour venir le rencontrer, euh, pour lui proposer physiquement de créer de participer à mon podcast, tu vois. Mais je crois que l'anecdote qui m'a fait le plus, qui était la plus insolite par rapport à ça, c'était il y a un mec qui s'appelle Rémi Camus, qui est un aventurier français, euh, qui est pas très connu sur les réseaux, mais où il a fait de la télé sur M6, il a écrit des livres, il a fait des aventures de fou, style il a traversé l'Australie en courant, il a descendu le Ok. Mékong en hydrospeed, et il a fait le tour des côtes de la France à la nage. Et là, cet été, au mois de juin, il a réalisé la traversée entre Calvi et Monaco à la nage. C'est équivalent de 2 semaines de nage, tu vois, où il dormait Wow. sur un bout de plateforme flottante. C'est vraiment un grand malade, ce gars-là. Je l'avais contacté dans le cadre du podcast. Et lui, il m'a répondu, il m'a dit, OK, à une condition. Je dis, ouais, quoi? Il me dit, un, on fait le podcast en physique. Et deux, on va le faire dans une forêt un soir et tu viens dormir avec moi dans la forêt. Alors ça a pas marché. Du coup, le coup d'après, il m'a proposé de faire ça dans un stage de survie. Alors bien, encore une fois, ça a pas marché, on a eu de la poisse. Et en fait, un coup, je le croise à une conférence à Lyon. Euh, et du coup, moi, je me dis, je l'ai juste eu 2 fois au téléphone, tu vois. Euh, et il dit à une amie à moi qui était présente avec moi, il me dit, ah bah Victor, ouais, c'est mon pote. Et du coup, moi, je dis, putain, trop cool. En fait, ce gars, je le connais pas, il me considère comme un pote. Et le soir, on est on boit un coup après l'événement. Et, euh, et à un moment donné, ma pote me demande comment je vais rentrer chez moi parce qu'en fait ce jour-là il y avait une grève de train et j'étais en train de regarder sur mon téléphone et tous les trains étaient en train de s'annuler. Donc je cherchais un Blablacar, j'ai dit à l'ARS, c'était un enfer, il y en avait un mais c'était à l'autre bout de Lyon. Et là il me regarde et il me dit bah si tu veux tu peux venir dormir chez moi ce soir. Et là, dans ma tête je me dis mais what, ce mec-là j'ai son livre qui est juste là sur ma pile de livres et là il vient me proposer de venir dormir chez lui et j'étais comme un gosse en fait le matin de Noël. Et, et c'est des moments comme ça qui me disent en fait où tu te rends compte que tous les gens que tu admires sont exactement comme toi. Ils mangent la même chose que toi, ils vont aux toilettes comme toi, ils ont une femme potentiellement comme toi. On est vraiment tous pareils là-dessus. On a tous des moments de doute, on a tous plein de trucs. Et c'est là où tu te dis, bah en fait, sur un malentendu, tu peux connecter avec quelqu'un. Juste, bah trouve le moyen d'être intéressant pour la personne en face de toi. Euh, Par contre, connecter quelqu'un en lui disant, bah je suis fan de ce que tu fais, ça marchera jamais. Ça fera plaisir, mais la relation s'arrêtera là parce qu'elle est déjà pas équilibrée à la base, tu vois. Donc vraiment, cette idée de trouver comment tu peux apporter des choses aux gens en face de toi et ils te le rendront un jour, tu vois. Peut-être. Ok, bah anecdote anecdote incroyable. Et j'avais jamais vu ça comme ça sur le fait de ouais de pas se positionner en tant que fan, mais c'est vrai que voilà bah forcément ça réduit directement ta valeur dans les yeux de l'interlocuteur, donc ouais Oui. c'est normal et automatique quoi. Ah, c'est ça. Et du coup oui voilà le grand thème aussi que la casquette que tu as dit de l'exploration ou l'expédition, je sais pas vraiment comment comment t'avais nommé ça. D'où est-ce que ça t'est venu? Comment t'en es arrivé à justement te passionner pour ce sujet? Euh, Bah, globalement, en fait, bah, déjà mon père est guide de haute montagne et dans un de ses derniers jobs, il accompagnait il organisait pour des alpinistes français, des experts de l'alpinisme français, des expéditions euh, aux 4 coins du globe, au pôle Nord, en Amérique du Sud, en Himalaya. Et donc en fait, tu vois, à la fin de mon adolescence, j'ai été un peu bercé là-dedans dans les films que eux réalisaient, dans les aventures. J'ai un tas de cartes postales pareil derrière, où ils m'envoyaient à chaque fois qu'ils partaient quelque part des cartes postales. Et ça commençait un peu à me fasciner, tu vois. Je commençais un peu à me fasciner pour ces personnes qui faisaient des trucs de dingue. En plus du fait que j'ai grandi en montagne, forcément, bah ça m'a impacté.
c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux explorateurs, aux grands aventuriers comme je disais Mike Horn qu'on connaît tous. C'est Mhm. là où j'ai commencé à entendre parler de Rémi Camus dont je te parlais, de mecs comme Loury Lag euh, et un paquet d'autres. Et petit à petit, tu vois, sur Netflix, il y a 1 million de leurs documentaires. Regarder des documentaires comme ça et me dire, waouh, c'est magnifique. Petit à petit, en parallèle de ça, moi, faire mes premières randonnées, mes premières petites ascensions en montagne, des premiers bivouacs, et me dire, en fait, j'adore ça. Je suis fasciné par ces gars-là, par des choses que je suis peut-être pas capable de faire, mais en tout cas, ça m'intéresse. Euh, et c'est venu assez naturellement quand j'ai voulu lancer un podcast, parce que c'était un moment donné où je voulais rencontrer des gens qui faisaient ça pour de vrai, tu vois, en plus de ceux que j'avais déjà croisés via mon père et son boulot. Et du coup c'était un moyen de concrétiser ça, tu vois. Euh, je me voyais pas à ce moment-là me dire ouais, je vais faire des expéditions et moi faire des trucs de ouf, tu vois, sinon j'aurais juste directement lancé une chaîne YouTube ou un documentaire sur moi-même. Mais j'avais envie de raconter ça parce que ça me fascinait, c'est quelque chose que j'adore regarder et j'avais envie de le partager à ma façon, en gros. Ok. Et de ton côté, justement, dans tes propres expéditions, est-ce que tu as des anecdotes particulières, peut-être un moment qui t'a marqué, je sais pas, situation dangereuse à laquelle t'as échappé ou justement un moment magique à nous partager? Euh, des situations dangereuses, pas trop. Je suis quelqu'un qui fait partie où je fais vraiment très attention, tu vois. J'ai été Hmm. élevé par mon père qui est, enfin mon père m'a éduqué au côté un peu guide et la montagne est globalement, globalement la montagne ça reste assez dangereux selon ce que tu fais et il m'a toujours dit qu'un bon guide c'était un guide qui revenait à chaque fois. Au contrario de quelqu'un qui peut mourir simplement, tu vois. C'est bête, mais ça peut être vite dangereux. Donc j'ai toujours fait très attention à ce que je faisais, énormément préparé à ce que je faisais, même les balades les plus simples, je me renseigne sur l'itinéraire, combien de temps ça va prendre, tout ce genre de trucs. Voilà. Après, j'ai jamais rien fait d'extrême non plus, tu vois. Tout ce que j'ai fait est à la portée de beaucoup de monde. Honnêtement, avec un minimum de conditions sportives, tu te donnes les moyens de le faire, c'est pas très compliqué, tu vois, d'aller dans des endroits qui sont magnifiques et incroyables en France. Et c'est surtout ça que je tâche à partager, de montrer qu'on peut faire des choses qui sont magnifiques, qui paraissent incroyables sur les réseaux assez facilement. Euh, Hmm. et c'est ça vraiment les souvenirs que j'ai, les moments les plus incroyables, tu vois. C'est simplement des moments avec des potes où tu fais des petites randos des fois de quelques heures et tu te retrouves dans un endroit euh, qui est euh, qui est magnifique. Tu te retrouves seul dans un endroit qui est incroyable. Je sais que l'année dernière, j'allais beaucoup dans les Hautes-Alpes vers Briançon là-bas avec Arthur, un pote qui est photographe avec qui on a fait quelques vlogs là-bas. Euh, et il y a des jours où tu fais une rando et au moment où tu arrives au sommet, bon, on calcule tout pour arriver au moment de coucher de soleil et de lever de soleil pour faire des Ah, images, parce que c'est l'endroit où les lumières sont les plus belles. Et t'arrives au sommet, et en plus, tu vois, souvent le matin, des fois, il pleut, et on se dit, ok, vas-y, on a dit qu'on y allait, on s'est levé à 4 heures du mat pour y aller. Franchement, si on se recouche, je vais avoir le seum toute la journée, donc viens, on y va quand même. On y est allé ce matin-là. Il faisait tout gris. On se dit, on sait jamais, on va quand même monter en altitude, donc il y a des chances qu'on passe par-dessus les nuages. Euh, allons-y. On monte dans la montée en plus, on se caille. Euh, on se retrouve dans des névés. Les névés, c'est des pans de neige en fait qui ne fondent pas ou qui n'ont pas fondu. Tu vois, il suffit que selon l'orientation, il suffit que tu vois un côté de la montagne soit au nord, c'est-à-dire qu'il verra pas le soleil. Et du coup, la neige va mettre beaucoup plus de temps à fondre. Et des fois, c'est là où tu as des neiges qui sont plus ou moins éternelles, tu vois, plus facilement en tout cas. Et du coup, nous, on passe par là, on n'avait pas regardé le chemin du tout. Il y a encore des névés qui sont présentes qui auraient dû fondre parce que c'est la fin de l'hiver. On galère, vraiment un enfer. J'étais en short en plus, je te raconte pas le bordel. Euh, oh. on monte, on galère, on a froid. Et on arrive sur la dernière partie, et là, tu as une petite crête qui se dessine. Donc, on passe sur la crête, on n'escalade pas, mais tu sais, t'es à quatre pattes, tu poses les mains pour avancer, et sur le bout de la crête, t'as une croix. Et en fait, quand on arrive là, on passe pile, en fait, au-dessus des nuages. Mon pote était au drone en plus en train de faire des images, et il me dit, putain, c'est magnifique. Et moi, à ce moment-là, je passe par-dessus les nuages et je vois. Et en fait, là, tu te retrouves dans ce qu'on appelle une mer de nuages. C'est-à-dire que, toi, t'es sur un espèce de petit sommet, et t'as que des nuages. Comme dans les films où tu vois des avions qui passent au-dessus des nuages, tu peux vivre ça simplement sur une montagne.
ce qui est incroyable avec ça, c'est que c'est pas que c'est un exploit surhumain de le faire, n'importe qui peut le faire. C'est une rando qui nous a pris, je sais pas, on a dû monter pendant 2 ou 3 heures max. Euh, et tu te retrouves dans un truc comme ça qui est hors du temps, tu vois. Et de le partager avec quelqu'un, ça c'est incroyable. Incroyable. Mais souvent dans tes contenus, t'as dit aussi que ça t'apportait pas mal de choses, de justement d'aller te balader tout seul. Est-ce que pour toi, voilà, les deux ont leurs avantages et qui sont différents? C'est quoi pour toi les avantages justement d'être seul et ceux de vivre ce genre de moments en groupe? Ouais. Bah, je pense que tu vois, il y a un temps pour chaque chose. Et premièrement, c'est aussi de se comprendre, tu vois. Alors ça m'a mis très longtemps, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais profondément introverti, tu vois. Euh, des conversations à plus de 2 personnes, 3 personnes, ça commence à vraiment m'épuiser, ça commence à être compliqué. Euh, quand je suis entouré de trop de gens pendant trop longtemps, ça m'épuise. Et en fait, j'ai commencé à comprendre ça, que bah, premièrement, quand j'étais tout seul, c'est là où je me ressourçais. C'est là où bah du coup j'avais le temps de réfléchir, je pouvais prendre le temps pour moi, que je me fatiguais moins, que je récupérais mon énergie, tu vois. Donc j'ai souvent besoin de passer du temps seul. Déjà premièrement, j'avais identifié ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, j'avais plein d'idées de projets et de choses que je voulais faire, mais à un moment donné, bah les amis que j'avais ne le faisaient pas ou n'étaient pas motivés, tu vois. Les premières fois où j'allais faire des randos en montagne ou les premières fois où j'ai commencé le ski de rando, bah, mes amis de l'époque n'en faisaient pas. Du coup, bah, c'était Hmm. bah, soit je reste sur le canapé puis j'attends la fin du week-end, soit bah, je commence à le faire tout seul. Et là, j'ai commencé à avoir mes premières expériences d'activité seule. Et je me suis dit, bah, c'est incroyable parce que bah, tu fais ce que tu veux, t'es libre, t'es en personne, t'as aucune problématique. Après, il faut être ok sur le fait d'être seul, mais bah, t'apprends petit à petit. Et ça m'a donné beaucoup de force pour la suite, pour tous mes projets, de me dire, bah, ok, maintenant je vais tout faire seul. Et c'est là que tu comprends qu'en faisant des choses seul, tu vas ben, potentiellement inspirer des gens à se lancer, mais tu vas aussi attirer des gens à toi qui vont se dire ah putain c'est trop cool ce gars-là il fait des trucs tout seul. Alors pas besoin de faire des trucs de ouf, hein, juste des randos. Ah tiens il fait des randos tout seul. Bah viens t'es chaud d'ailleurs on va faire une rando ensemble. Moi aussi je suis seul tu vois. Et du coup tu connectes quelqu'un. Et petit à petit c'est comme ça que tu te retrouves à recréer un groupe et à recréer une sorte de mini tribu autour de tes activités, de tes envies, de tes hobbies ou quoi que ce soit tu vois. Hmm. Ah ouais, franchement, ça me fait penser, réfléchir sur plein de trucs. Et pourtant, en tout cas, commencer à faire les choses seul, ça sera un bon moyen justement de pouvoir ensuite être plus authentique avec soi-même et se retrouver dans une tribu entre guillemets qui nous correspond plus. Ouais, c'est pour se connaître, tu vois, pour apprendre à se connaître, parce que quand t'es tout seul, tu te poses des questions et t'apprends à te connaître. Et deux, en apprenant à te connaître, comment tu fonctionnes, tu vas, je trouve en tout cas mieux te comporter avec d'autres personnes par la suite, tu vois. Euh, et aussi, tu vas pas aller chercher quelque chose en allant voir quelqu'un, tu vas lui apporter quelque chose, tu vois. Et je pense que ça, c'est une vraie différence. Tu vois, demain, bah, si quelqu'un m'écrit juste pour me dire, t'es chaud, on va faire une rando ensemble, tu vois, bah, tu vois, si j'étais encore à l'époque où je faisais beaucoup de choses tout seul, bah, j'aurais été trop content. Pour une fois, je vais plus être tout seul, tu vois. Bah, aujourd'hui, c'est moi qui vais donner quelque chose à quelqu'un. Enfin, en gros, quelqu'un vient me demander quelque chose, tu vois. Et c'est ça la différence, c'est que euh, tu t'apportes des choses aux gens en le faisant tout seul. Et puis de le montrer, tu vois. De le montrer, ça va inspirer les gens à le faire et à t'écrire, à te contacter pour le faire. C'est très simplement, sans parler de projet, de business ou quoi que ce soit. Mais si tu cherches des gens pour faire une activité, que ce soit de la rando, du foot, de la natation ou ce que tu veux, fais-le, montre-le. Et en fait, tu vas trouver petit à petit des gens pour le faire avec toi. Ok, génial, super intéressant. Ça me fait une belle. T'as parlé de Mike Horn tout à l'heure. Il y a une de ces citations que justement t'as cité hein, dans un de tes posts. J'ai pas envie de la massacrer. C'était quoi déjà? C'était sur le fait justement Euh, d'apprendre sur le chemin. Je sais ouais, pas si tu l'as toi en tête. ouais, je l'ai pas exactement, mais j'ai le principe global. Euh, en gros, il dit dans un de ses bouquins que c'est peut-être te lancer dans quoi que ce soit. Il te suffit de 5% des réponses, les 95% restants, tu les trouveras en chemin. Et que tous les gens qui attendent 100% des réponses pour se lancer, en fait, bah, restent immobiles. Euh, J'adore cette citation parce que il y a beaucoup de choses en fait, tous mes apprentissages, je les ai appris par l'expérience, tu vois. Euh, les premiers projets que je lançais, ou en tout cas beaucoup de mes premiers projets,
j'avais envie de faire ça, donc je passais, par exemple, quand j'ai voulu me lancer sur LinkedIn, avant même d'avoir écrit mon post LinkedIn, j'avais passé des dizaines et des dizaines d'heures à regarder d'autres posts, à faire une formation en ligne, à apprendre ci, à apprendre ça et tout. Et tu perds du temps, en fait. Tu perds du temps parce que apprendre, c'est bien, mais t'as pas de retour du terrain. Euh, t'as pas tous les petits éléments que tu vas comprendre que c'est que d'appuyer sur publier, que de faire ci, que de faire ça, tu vois. Euh, et en fait, cette citation, c'est là où pour moi, elle a vraiment pris du sens. C'est que bah maintenant, tu vois, je peux te donner l'exemple avec la vidéo. Je me lance dans le truc, voilà. Je sais, j'ai un appareil photo qui sait filmer, j'ai 3 notions de montage, ça c'est mes 5%. Le reste, je vais l'apprendre en route. Plutôt que de me dire ah non, je peux pas me lancer. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que souvent, on va se dire je peux pas le faire parce que j'ai pas de matériel, j'ai pas les connaissances, je connais personne, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors qu'en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin du tout. Commence par le faire, commence par un petit peu te renseigner, avancer, construire ton projet, et tout va venir s'assembler naturellement à toi. Tu vois, que ce soit le matériel. Bah tu vois, quand je me suis lancé, j'allais sur YouTube et je regardais quelle est la meilleure caméra pour se lancer. Et puis ah tiens, une caméra qui coûte 2000 balles, et du coup je rêvais que de ça. Bah non, en fait ça sert à rien. J'ai pas besoin de cette caméra. Mon téléphone peut suffire. L'appareil photo que j'ai peut suffire. Et par contre, c'est en me lançant que je vais me rendre compte que j'ai besoin de telle caméra, tu vois. Par exemple, je sais pas, pour le podcast, quand je me suis lancé, j'ai acheté le meilleur matos que je pouvais, et en fait, la moitié de ce matos-là, j'utilise plus. Parce que c'était le meilleur pour les gens que j'écoutais sur Internet, mais par rapport à mon usage personnel, c'était pas le bon, tu vois. Et ça représente vraiment, ouais, cette, euh, cette citation de pas attendre pour te lancer. T'as largement de quoi faire pour te lancer actuellement. Définis le projet, prends ces 5%, c'est très rapide à faire. Lance-toi et le reste, tu verras, tu vois. Ok. Ouais, bah c'est vrai que je pense qu'on est un petit peu fait du même bois de ce côté-là. Et puis voilà, on veut justement avoir le truc parfait pour commencer. Et moi, c'est quelque chose que justement j'ai implémenté que voilà depuis 1 ou 2 ans, de commencer à faire le premier pas et puis petit à petit d'optimiser sur le processus. Mm. Mais justement, t'es quelqu'un aussi bah voilà qui met beaucoup en valeur l'introspection. Et tu sais, en général, bah, j'ai l'impression que les gens qui agissent sont pas des gens qui vont beaucoup réfléchir sur eux-mêmes, tu vois. Et justement, peut-être les gens un peu plus comme nous, qui aiment bien avoir le plan, se renseigner, beaucoup apprendre, on fait beaucoup d'introspection. Est-ce que pour toi, tu arrives à conjuguer les deux sans que justement ça soit voilà contradictoire? Ouais. Bah c'est une de mes leçons de l'année aussi, tu vois. J'avais écrit une vidéo il y a quelques jours ou quelques semaines là où je disais que justement l'introspection c'était dangereux. Euh, Pas que ce soit mal, mais trop d'introspection c'est dangereux en fait. Parce que à un moment donné, tu te poses tellement de questions que tu remets tout en question dans ce que tu fais, dans Mm. ce que t'aimes, et t'arrives au point de dire que t'aimes rien. Tu vois. C'était vraiment la réflexion que j'ai eue en cours d'année. Je me disais mais en fait j'aime rien. J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non. Euh, T'as l'impression que t'aimes rien parce que t'es trop d'introspection, on va te dire mais pourquoi je suis fait et qu'est-ce que je veux précisément. Et moi, ça m'a amené à penser que je voulais les choses les plus simples possibles, tu vois, et éviter toute douleur, éviter toute problématique. Alors que non, en fait, euh, c'est euh, c'est un équilibre des deux. Et je me suis rendu compte que justement pour avoir des réponses, il fallait que je me pose des questions et que je teste. Tu vois, poser une question, tester, poser une question, tester. Pas poser plein de questions, avoir des réponses et peut-être essayer après, tu vois. Parce que Mm. l'introspection, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Il y a pas quelqu'un qui va venir corriger tes questions après, tu vois. On est plus au collège dans un DM de maths. Il y a personne qui corrige les réponses à tes questions. Donc, il suffit que tu te dises que tu aies des croyances qui soient limitantes, que tu te poses des barrières tout seul ou quoi que ce soit. Et en fait, tu vas partir derrière dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et pour moi, le moyen d'avoir des réponses, c'est tester. Tu vois, euh, tu peux prendre n'importe quel exemple, mais peut-être que là, je peux me dire que j'adore le sport et que j'adorerais être un sportif de haut niveau. Mais dans ma tête, je vais me dire, en fait, non, je suis pas fait pour ça. Ça se trouve que j'en sais rien, tu vois. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Et peut-être qu'en essayant, puis en m'entraînant, je me rendrai compte que non, en fait, je suis pas fait pour ça parce que physiquement, c'est pas possible, que j'aime pas ça, que je suis pas prêt à payer ce prix-là. Mais faut vraiment faire le mélange des deux.
Euh, c'est quelque chose de très compliqué pour les gens qui aiment bien se poser plein de questions, préparer des grands plans et compagnie. Mais c'est aussi comprendre que justement on a besoin d'action pour avancer. Si t'es ambitieux, à un moment donné, faut se dire bah il faut que je dépasse ça. À l'inverse, les gens qui sont trop dans l'action, bah t'en deviens un gros bourrin qui a pas de réflexion. Et enfin, quand je caricature, mais mais tu penses moins à l'avenir, à ton ambition, à ce genre de truc. Trouver le bon équilibre, c'est pour moi vraiment, enfin c'est pas que pour moi, c'est vraiment là où tu vas être le plus performant et avancer le plus vite, tu vois. C'est pas évident. Et concrètement, est-ce que t'as un process? J'ai vu aussi que voilà, t'avais eu un coach, enfin voilà, quelqu'un que tu connaissais qui t'avait coaché. J'aimerais bien aussi que tu me parles de cette expérience parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce que par exemple, je sais pas, t'as un processus où tu te dis bah voilà, là je fais mon plan trimestriel, je fixe mes objectifs et je remettrai pas en question avant la fin de voilà de cette période pour ensuite commencer à réfléchir dessus et justement, tu vois, ne pas être dans cette boucle où on fait que réfléchir et tout remettre en question à longueur de temps ou je sais pas comment tu t'y prends justement pour ça. Ouais. Bah, ça, justement, les plans trimestriels, c'est quelque chose que ça fait un moment que j'essaye. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal les premières fois où j'essayais d'intégrer ça dans mon quotidien. Là, récemment, j'ai réussi à le faire. Justement, avec le projet 90, c'était aussi ça. C'était aussi un trimestre. Euh, et je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Mais vraiment. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en dessous de 90 jours, pour moi, il y a des choses sur lesquelles on peut pas se rendre compte. Surtout si on parle de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît, ou ce genre de trucs. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, je vais me lancer là-dedans et je vais pendant combien de temps est-ce que je peux me lancer, quel est le temps que je peux investir, et de se dire que en fait 3 mois à investir là-dedans, à faire des actions concrètes, ça nous fera perdre moins de temps que 6 mois à se poser des questions. Tu vois, j'en ai perdu des 6 mois à me poser des questions. Est-ce que je suis prêt à faire ci ou est-ce que je suis prêt à faire ça sans agir? Parce que le temps passe vite et puis tu es dans ta routine, dans ta vie, dans ton truc et tout. Vraiment, aujourd'hui, mon process, c'est vraiment ça. C'est de me dire, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me lance, je me donne un objectif minimum et je le fais. Tu vois, sur une durée qui soit un minimum. En tout cas, moi, là où j'ai trouvé de la réussite là-dedans, c'est quand c'était assez ambitieux pour moi. J'avais essayé en début d'année de me donner des objectifs comme ça sur 3 mois, d'essayer, où je marquais essayer la vidéo. Et en fait, juste, je faisais un peu de formation et j'essayais des trucs, mais en fait, ça a tenu 2 semaines et puis j'ai craqué parce que j'avais peut-être pas la maturité aussi nécessaire pour aller jusqu'au bout, mais surtout c'était pas assez ambitieux et surtout assez concret. Euh, Vraiment le fait de le faire de manière concrète, c'est super important, je trouve, de le montrer aussi. C'est pour ça que j'ai choisi un rapport en lien avec les réseaux sociaux globalement aussi. Euh, et ça c'est en tout cas comme ça que j'essaye de tout organiser mes projets et que je vais organiser mes futurs projets. Par contre, j'ai oublié la deuxième partie de ta question, c'était quoi déjà? Yes, j'allais y revenir. C'était sur le fait d'être coaché, du coaching, ton Ouais. expérience que tu as eue sur ça. Ça, pour moi, meilleure chose une des meilleures choses du monde, se faire coacher, se faire suivre par un psy ou par qui que ce soit avec qui tu peux parler. On a tendance à dire qu'un psy ou un coach, c'est pour les gens qui vont mal, qui ont des problèmes. Mais en fait, au contraire, c'est comme ça que t'évites les problèmes et que deux, tu peux devenir meilleur. Comme je disais tout à l'heure, l'introspection c'est bien, mais t'es tout seul dans ta tête. Il y a personne qui va remettre en question tes questions. Il y a personne. Avant d'être coaché les premières fois, il y a personne qui va me poser la question de pourquoi je pense ça. Tu vois. Maintenant que j'ai fait plusieurs séances et plusieurs tours de coaching, j'apprends à me poser des questions et à aller plus loin que ma première réflexion. Tu vois. Si de là je te pose la question de pourquoi pourquoi tu fais un podcast et pas de la vidéo, tu vas me dire ça. Et après, si je te redemande la question, le pourquoi une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'on va aller plus loin dans la réflexion et qu'on va trouver qu'il y a un problème dans ta réflexion ou que juste t'as peur ou que t'oses pas. Tu vois? Et qu'en fait, peut-être que tu peux aller dans cette direction-là. Ça, c'est un des trucs que le coaching m'a appris à faire tout seul. Mais surtout, c'est des moments où tu passes 1 heure, coaching ou psy, c'est pareil, enfin, dans ce cadre-là, où tu passes 1 heure à penser à toi et à, à, à partager autour de toi. C'est rare dans la vie qu'on passe 1 heure à parler que de soi, de ses problèmes, de ce qui se passe dans notre tête ou de ce qu'on a envie. Ça arrive jamais. Même tout seul, on le fait jamais. Donc pour moi, le premier intérêt, c'est ça. C'est d'avoir 1 heure qui est dédiée à toi et à ton développement.
ensuite d'avoir quelqu'un qui va t'aider à pousser ta réflexion. Coaching ou psy, il y a jamais personne qui m'a apporté de réponse toute faite ou de solution miracle. C'est pas ça. Ça, c'est du vent. Par contre, on t'apporte des réflexions, des systèmes de réflexion, des moyens pour déterminer qu'est-ce qui t'attire ou ce qui t'attire pas, des moyens d'avoir des réponses à tes questions, mais on te donne jamais de réponse. On t'aide juste avec des outils ou des questionnements. Et ça, honnêtement, c'est ce qui m'a permis d'avancer. C'est ce qui m'a permis, en tout cas, de me donner des directions temporaires. Tu vois, là, l'idée de la vidéo était issue du coaching, où je me disais, dernier coaching, où je me suis rendu compte que justement, j'avais pas essayé la vidéo de manière assez ambitieuse, et qu'il fallait peut-être que je teste, en fait. Ok. Ouais, bah, encore super intéressant. Et c'est vrai que le coaching, c'est un truc qui a un peu une mauvaise image, et même moi, puis voilà, on peut aussi inclure les psys, la thérapie, tout ça. Mais c'est vrai que je commence à de plus en plus voir la valeur que ça peut apporter, tu vois. Moi, j'ai toujours pas trouvé de mots pour dire, voilà, accountability, tu vois, le fait d'être responsable envers quelqu'un et de rendre des comptes, et aussi le fait que quelqu'un, tu vois, peut voir, comme t'as dit, peut-être le truc que toi, tu vois, enfin l'angle mort que t'as et qui t'empêche en vrai de te rendre compte, enfin voilà, de débloquer une situation sur un truc que toi tu pourras pas voir tout seul, justement parce que tu le vois de ta propre personne, mais ça peut paraître évident, tu vois, si on te voit de l'extérieur. Donc en vrai, ouais, c'est super cool en tout cas, et merci pour ton expérience. Avec plaisir, avec plaisir. Je voulais revenir sur tes rêves, parce que justement c'est quelque chose que t'as détaillé, enfin t'en parlais beaucoup, surtout voilà dans les premières vidéos, que t'allais vers tes rêves, tout ça. Du coup tu m'as parlé du documentaire. Enfin déjà le documentaire, du coup tu m'as pas donné plus de détails. Tu m'as dit que t'avais pas encore le truc. Est-ce que ça sera justement sur voilà l'aventure, l'expédition? Ouais, ça va être une sorte d'aventure. Je sais pas exactement, je l'ai pas encore décidé, tu vois. Le documentaire, c'est vraiment le premier projet sur lequel je vais essayer de faire les choses correctement et essayer d'arrêter de faire n'importe quoi et d'avancer trop vite dans certains projets, de prendre le temps. Euh, Là, j'ai réussi à dessiner des choses dont j'avais un petit peu envie de parler. La notion de rêve, de réalisation, de faire des choses de dingue dans sa vie, c'est quelque chose qui me parle et que j'ai vraiment envie de partager. J'ai vraiment envie d'inspirer les gens à vivre la vie qui les fait rêver. Euh, que ce soit une aventure, que ce soit sportivement, professionnellement ou ce genre de choses, tu vois. Et j'aimerais faire un sujet autour de ça, qui soit une sorte d'aventure personnelle à la rencontre de ces gens-là. Un petit peu comme je le faisais avec mon podcast, mais là de manière filmée, racontée. Et accessoirement, au travers de ce documentaire-là, vivre ma propre aventure de réaliser ce rêve qui est de faire un documentaire. Tu vois. Donc je vais pas partir au pôle Nord pour faire mon documentaire, mais je vais aller rencontrer des gens à droite à gauche pour raconter leur histoire et comment eux sont arrivés à leur rêve et raconter une histoire globale avec tout ça. C'est encore à valider, justement, parce que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller en parler avec des gens qui savent faire ça et dont c'est le métier. Parce que vu que j'ai envie de tout faire tout seul, je m'accompagne quand même de personnes qui vont pouvoir m'aiguiller ou me donner des réponses. Donc là, clairement, à partir de la semaine prochaine, je vais rencontrer des spécialistes du documentaire, de la vidéo et de l'histoire pour m'aider à aiguiller cette réflexion, pour valider le thème déjà, quelles sont les prochaines étapes à valider. Ça, c'est une des choses que j'implémente beaucoup dans mes process aujourd'hui. C'est que petit à petit, j'ai la chance d'avoir des connexions avec des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi dans tel ou tel domaine. Et je leur dis, ok, vas-y, dis-moi là en 4 phrases comment je peux me lancer et quel est le plan que je dois avoir pour les 3 prochains mois. Par exemple, pour YouTube, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'ai demandé à un pote qui est youtubeur qui s'appelle Nico Sefarad, que j'adore, et ses vidéos sont incroyables sur YouTube. Ah ok, je vois qui c'est. Super vidéo. Ouais, j'adore ce mec. Le bonjour. Salut Nico. Il habite pas loin d'ici et tout, on s'est déjà rencontrés, et quand je vais me lancer sur YouTube, direct je lui écris, je dis écoute Nico, je vais me lancer sur YouTube, sans chichi machin, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Il m'a aidé à faire une liste d'une dizaine ou d'une vingtaine d'idées de vidéos que je pouvais faire, de noter mes inspirations, et après il m'a dit ok, c'est simple. Maintenant, sur le prochain mois, tu vas noter 3 idées de vidéos, tu vas faire 3 scripts, 3 tournages, 3 montages, 3 publications. Basta. Une fois que tu as fait ça, on pensera à
comment faire une meilleure miniature, comment faire un meilleur titre, comment faire un meilleur truc. Mais fais ça, tu vois, et de me dire vraiment voilà. Mettons à chaque projet, je commence par une V1 qui est simplement faire 3 vidéos. La V2, je ferai 3 vidéos en faisant ça en mieux, tu vois. Et là, c'est ce que je me dis avec le podcast. Première idée, premier début, noter quelques idées. Deuxième étape, aller voir des gens, valider les idées. Troisième étape. Je commence pas à réfléchir à tout ce que j'ai envie de faire et comment machin tout ça. Non, chaque chose en son temps. En gros. Hmm. Bah, c'est vrai que souvent c'est l'erreur hein, qu'on fait, dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est de vouloir prévoir 1000 étapes en avance et puis c'est sûr que demander à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dedans, il a l'habitude justement de voir des débutants faire les mêmes erreurs et puis voilà, s'il est passé par là, qui peut justement te faire économiser du temps. En tout cas, c'est vraiment un bon levier sur lequel tu peux jouer. Mm. Mais sur la suite de tes rêves, du coup, c'est quoi pour toi ta vie idéale? Parce que t'en parles justement que voilà, tout ce projet, ça serait pour t'amener à vivre cette vie. Est-ce que c'est quelque chose de clair ou peut-être un petit peu abstrait? Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ce que tu imagines? Bah, disons que c'était beaucoup plus clair et plus je fais des trucs, plus je teste et plus j'ai de réponses, tu vois. Plus mes 5% se sont transformés en 6%, 7%, 10, 20, 30, 40%, tu vois. Ça, c'est vraiment la leçon que j'ai envie de partager avec le plus de personnes possible. Vraiment, ne pas s'arrêter sur les réponses qu'on a actuellement, mais faire des choses pour aller chercher des réponses et pas juste se poser les questions. Parce que l'année dernière encore, hein, quand je m'asseyais et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'avais aucune idée. Il y avait des choses qui me donnaient envie, mais rien d'assez concret. Quand j'ai rencontré Paolo en début d'année et qu'on avait cette discussion, c'est pareil, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire concrètement, tu vois. Mais petit à petit, j'ai précisé. Alors les premiers pourcents étaient très difficiles à acquérir. Mais petit à petit, je me suis dit, il y a un truc. J'ai envie de raconter des histoires. J'aime bien ça. J'ai envie de vivre des expériences. J'ai envie de tester des trucs. Comment je peux faire ça? Comment est-ce que je peux gagner de l'argent, avoir un boulot, que ce soit même un CDI ou quoi que ce soit, tu vois, et faire aussi des choses qui me plaisent. C'est là où justement la création de contenu est vite arrivée à moi parce que ça me permettait ça je l'avais identifié depuis un moment. Ça me permettait de créer en ligne et j'avais ce besoin d'être créatif, de me stimuler intellectuellement. La création me demande d'apprendre des nouvelles compétences, de me renseigner sur des sujets. Quand j'écris une vidéo YouTube, des fois je passe 1 ou 2 jours à lire des trucs sur Internet, à regarder des vidéos, à lire des livres, pour noter plein de trucs et avoir du concret à raconter. Donc ça me stimule énormément intellectuellement. Je suis obligé d'apprendre de nouvelles compétences. Comme là, j'apprends le montage, j'apprends à me filmer tout seul, j'apprends à retoucher, à monter, j'apprends à faire tout ça. Donc je savais que la création, c'était un truc qui me plaisait. Pareil, j'ai envie de tester de nouvelles choses. J'ai envie de changer de sport tous les 6 mois. J'ai envie d'aller découvrir de nouvelles personnes, d'interviewer des gens. J'ai envie de tester, d'apprendre à faire de la guitare. J'ai envie d'apprendre à me faire à manger. J'ai envie de faire plein de trucs. Le point commun de tout ça, c'était moi, tu vois, c'est moi. C'est moi qui ai envie de devenir meilleur et j'ai envie de le partager. Et je me dis, ouais, j'ai peut-être une histoire à raconter avec ça. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est peut-être de me lancer sur YouTube. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Ça se trouve, ce sera le projet d'une vie et que je gagnerai jamais un seul euro avec YouTube. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai envie de faire ça, tu vois. Quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est peut-être un des trucs les plus importants, c'est de me dire, j'ai envie de le faire sans aucune attente en retour. Tu vois, donc, je me dis, j'ai envie de créer sur Internet, j'ai envie de faire de la vidéo, YouTube. T'as un truc qui se dessine. Là, une des prochaines réponses, c'est d'essayer de gagner de l'argent avec la vidéo, tu vois. J'ai des clients dans l'accompagnement sur la création de contenu, mais je veux essayer avec la vidéo, tu vois. Comme ça, quand je vais bosser pour un client, je vais bosser pour lui, mais je vais aussi apprendre et progresser dans mon propre domaine, tu vois. Et j'essaye de tout mutualiser dans ma vie, que mon pro, mon perso et mes hobbies soient la même chose, pour en fait, justement, avancer plus vite actuellement dans ma vie et dans mes projets. Donc, petit à petit, tu vois, j'identifie tout ça. Et là, je me dis, ok, si en fait demain faire de la vidéo et accompagner des entreprises sur les réseaux sociaux, c'est ton job, c'est mon gagne-pain. En plus de ça, ça nourrit mes propres projets, donc de créer du contenu sur Internet globalement. Donc paf, j'ai envie de vivre des expériences et des aventures. En fait, tu vois, je me suis créé mon socle de vie, tu vois, entre ce pourquoi je peux gagner de l'argent, ce pourquoi je suis pas mauvais, et ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et entre guillemets, ce que le monde a besoin. Et naturellement, sans trop y réfléchir, j'ai fait mon ikigai,
Euh, et, euh, et tu vois, c'est pas encore clair à 100% et défini à 100%, mais j'ai déjà assez de réponses pour aller jusqu'au prochain niveau, tu vois. Et voilà. Et Hmm. quand je serai au prochain niveau, bah on verra. Bon, c'est vraiment ça, une des trucs, c'est se poser assez de questions pour avancer le pourcent qui est devant toi, mais pas se poser plus des questions sur l'avenir. Tu vois, je me pose pas des questions sur qu'est-ce que je vais faire dans 5 ou 10 ans. Ça, je pense que c'est un peu un bullshit et c'est un peu une connerie. Tu vois, se donner un projet de ouais, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, ça peut t'aider d'avoir certaines réponses, comme moi le documentaire par exemple, mais faut pas que ça guide tout le reste. Simplement de dire, bah voilà, comment demain tu peux avancer vers ton projet, comment dans un mois tu peux avancer vers ton projet. Voilà, focus-toi sur ça et ça te donnera les réponses de qu'est-ce que tu as à faire la semaine prochaine, voilà, c'est ce que j'aimais aussi avec ce projet. C'était, je le répétais beaucoup au début du projet, aujourd'hui je fais un pas de plus vers mes rêves. Parce que concrètement, ce que j'avais besoin et ce que j'adore avec ce projet, c'est que tous les matins, je me lève et je me dis, aujourd'hui, je vais avancer vers mon rêve. Réaliser mon rêve, en fait, au final, c'est juste une chimère, je m'en fous un peu, tu vois. Mais tous les jours, je prends du plaisir. Parce que le jour où je vais publier mon documentaire, ça va être cool, je vais passer une super soirée, mais le lendemain, on va recommencer, tu vois. L'excitation, elle sera retombée et le plaisir sera retombé. Et je retomberai à ce que je vis tous les jours aujourd'hui. Eh ben, viens, on trouve un moyen de ce que tu vis tous les jours aujourd'hui, ça te fasse kiffer et que ce soit ton quotidien. Euh, et, euh, et c'est là le truc le plus, la plus grande richesse que j'ai accumulée cette année, tu vois. Ouais. J'ai noté une question par rapport à ça. C'était justement sur l'accomplissement et le plaisir. Parce que, bien sûr, voilà, comme tu le fais, on peut un petit peu guider vers des choses qui nous passionnent plus que d'autres. Mais tu vois, dans tout processus dans lequel on va s'accomplir, il y a justement de la difficulté, comme tu l'as dit. Et du coup, voilà, vu qu'on se rend aussi compte que forcément, bah, tu sais, ça reste des rêves chimériques qu'on se fixe et que forcément, bah, on peut juste profiter du processus et à chaque nouvel objectif coché, bah, on a besoin d'en trouver un nouveau. Comment tu te positionnes dans, entre guillemets, les plaisirs de la vie, vivre le moment présent et faire des sacrifices pour aller trouver justement aussi cet accomplissement? Ouais. Euh, c'est très difficile et tu vois, je me pose tous les jours des questions par rapport à ça, par rapport à mon utilisation des réseaux sociaux, par rapport à tout ce que je fais. Je pense que il y a deux trucs à prendre en compte. La première, c'est que si tu veux réussir avec ta de grandes ambitions, toute pièce a deux faces et que bah à un moment donné, il faut que tu le payes. Tu vois. Si je veux être un grand youtubeur, un grand réalisateur de documentaires ou quoi, il faut que je m'investisse là-dedans. Tu vois, à la hauteur de l'ambition que j'ai. Donc là, forcément, bah quel que soit ton âge, quelle que soit ton avancée, il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu bosses plus, que peut-être tu sortes moins, tu prennes un peu plus de plaisir. Après, c'est aussi parce que j'ai peut-être ce raisonnement-là aujourd'hui parce que ben j'ai passé les 10 dernières années à me poser des questions, à tester des trucs, à m'amuser aussi. Tu vois, quand pendant 2 ans j'étais DJ, ce serait de mentir que j'ai pas passé 2 ans à faire n'importe quoi, à sortir en boîte, à me bourrer la gueule et à m'éclater. Tu vois. C'est aussi parce que j'ai eu cette expérience qu'aujourd'hui je peux plus facilement me dire, ben ouais, en fait j'ai plus envie de sortir le week-end parce que j'ai fait, j'ai compris et j'ai grandi, enfin j'ai évolué. Euh, Après, ça veut pas dire que je suis capable d'enlever tout plaisir de ma vie aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais euh, tu vois, travailler, c'est un plaisir. Finir le montage de ma vidéo, c'est le truc qui va me faire le plus plaisir aujourd'hui, tu vois. Ça m'excite et vraiment, il y a des soirs où j'en dors pas tellement je suis excité par ce que je fais, tellement ça m'anime. Parce que je pourrais faire ça tous les jours sans compter. Mais, mettons, je vois les plaisirs comme une manière de travailler plus. C'est-à-dire que techniquement, physiquement, je suis pas capable de bosser 10 heures par jour. Je suis obligé, à un moment donné, de prendre une pause, d'aller boire un café en terrasse parce que ça me fait du bien, d'aller manger dehors, de voir des potes, tu vois. Et c'est plus, je vais voir des potes parce que mon taf me saoule et que j'ai besoin de m'aérer, parce que j'ai pas envie d'y retourner, mais plus en mode, bah voilà, ma vie est cool et tout ce qui est dedans sert se sert comment dire, les uns les autres, tu vois. Encore une fois, enfin, c'est Hmm. vraiment ça, c'est vraiment le plaisir devient un, un outil, un levier dans ma vie et pas un frein. Tu vois, j'essaie. Alors, je te dis ça, ça a l'air très parfait quand je le dis. Ça veut pas dire qu'il n'y a Hmm. pas d'excès dans ma vie aujourd'hui, mais j'essaye au maximum, en tout cas, de me dire voilà,
Ce week-end, je vais sortir, je vais picoler, je vais aller en boîte, peut-être, mais parce que j'ai passé une grosse semaine, que j'ai besoin de déconnecter, que ça va me faire du bien, et que ça me permettra de repartir le lendemain. Tu vois. Si je faisais du 7 sur 7 tout le temps, franchement, au bout d'un moment, j'aurais grillé. Tu vois. C'est, voilà, comprendre que t'as besoin de repos, t'as besoin de plaisir, mais qu'il faut pas que ce soit ton driver. Ok. Hmm. Je comprends totalement ce que tu dis et j'aborde aussi ce point de vue. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on voit aussi des gens qui, justement, tu vois, arrivent à totalement supprimer ce genre de choses et voilà, à être heureux comme ça. Et puis justement, d'autres gens qui vont plus se focaliser sur l'autre côté et tu vois, plus penser vraiment au moment présent. Je sais pas, là, aller faire justement peut-être des explorations, etc. Et ne veulent pas faire de sacrifices. Du Ouais. coup, en tout cas, ouais, je vois un petit peu ta réponse, mais Ce qui est est-ce que sûr, t'as c'est pas que, peur des fois, genre de te tu vois comme un petit peu avec la procrastination on les justifie tu sais beaucoup plus facilement justement ces moments où on se dit bon allez j'ai bien taffé aujourd'hui je vais voir un pote ou ouais j'ai bien taffé c'est bon là je peux aller manger dehors ou j'ai fait un sport enfin voilà j'ai fait du sport là je peux commander tu vois Uber Eats ou je sais pas genre. ouais. En fait, il y a vraiment, il y a vraiment deux trucs, c'est de faire la part des choses, comprendre qu'on est tous différents, qu'on n'est pas tous capables de faire la même chose et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes et les mêmes capacités, tu vois. Euh, tu vois, d'essayer de se comprendre, pas d'essayer de calquer la manière de faire d'autres personnes, mais de trouver la sienne. Il y a des gens qui sont super efficaces en bossant 2 heures par jour ou 4 heures, d'autres qui sont capables de bosser 12 heures, d'autres qui sont, tu vois, on a tous des méthodes des capacités qui sont différentes. C'est pas parce que, tu vois, c'est ça dans le développement personnel, c'est pas parce que lui a réussi à le faire et le fait que c'est bien. Et que c'est bien pour tout le monde. Il n'y a pas de réponse universelle. Ce qui est important, c'est de trouver, quel est le fonctionnement qui te convient le mieux à toi. Tu vois. Celui qui me convient le mieux à moi te conviendra peut-être pas forcément le mieux à toi et peut-être pas à quelqu'un d'autre. Mais forcément, il y a bien quelqu'un sur Terre à qui ça va convenir aussi. Ça veut pas dire que j'ai toutes les réponses non plus aujourd'hui. Euh, Parce qu'au fur et à mesure, tu apprends à te connaître, à tester, et tu comprends comment tu fonctionnes, ce qui te fait du bien. Euh, Ce qui te fait procrastiner ou non, tu vois. Ça, c'est vraiment ce que tu as avec le temps et l'expérience. Après, c'est aussi la capacité à le réussir, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas capable de passer 7 jours tout seul, enfermé à charbonner, tu vois. Et que je serais peut-être capable de le faire dans un mois ou dans un an, tu vois. Voilà. Ce qui est important et ce que je me fixe comme objectif, c'est chaque jour de réaliser quelque chose pour avancer vers mon rêve, quelles que soient les difficultés. Des fois, ça me prend en 1 heure de se faire une vidéo, et parce qu'aujourd'hui, j'avais pas envie, j'arrivais à rien. Faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a des jours où t'es totalement inutile et que ça servira à rien de me forcer plutôt que de juste me faire mal et m'épuiser encore plus. Et d'autres jours où te dire ok, aujourd'hui, je suis en forme, je vais tout donner. Je vais en donner le maximum, tu vois. C'est ça ma philosophie aujourd'hui. C'est comme ça que moi, j'arrive à fonctionner. Après, je suis des mecs justement que je vois bosser 10 heures par jour comme des acharnés, se lever à 4 heures du mat et ils y arrivent. Et c'est incroyable. J'adorerais faire ça. Hmm. Mais ça marche pas avec moi. Et ça n'empêche pas de faire le maximum quand même, tu vois. Ah génial. Merci en tout cas pour le podcast. Je sais que justement tu avais quelque chose de prévu après. On a déjà un peu dépassé, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Du coup, est-ce que tu as des choses à mettre en avant justement pour la suite? On a parlé un petit peu de tout ce que tu faisais actuellement, mais est-ce que tu aimerais mettre la lumière sur quelque chose en particulier? Globalement, Instagram en ce moment c'est mon focus, hein, donc n'hésitez pas à venir m'écrire, à me contacter si vous avez des questions. Je suis dispo sur Instagram avec mon nom Victor IGNC assez facilement. Je prends le temps de répondre à tout le monde parce que c'est vraiment un plaisir et c'est là où je concentre tous mes efforts aujourd'hui parce que je crois que là on est au 51e jour actuellement. Ce soir ce sera la 51e vidéo. Il me reste encore 39 jours à tenir jusqu'à la fin de l'année pour ce challenge. Euh, et c'est vraiment ce qui, moi, en tout cas, m'apporte le plus. Donc, c'est là où je partage le plus de ma philosophie, de ce que je vis, de mes expérimentations. Euh, et voilà. Et en 1 minute, t'as un condensé d'expériences euh, que j'ai vécues. Donc, ouais, c'est vraiment là où je concentre tout aujourd'hui. Et je pense qu'à ça. Enfin, je pense majoritairement à ça en ce moment. Donc voilà. En gros. Puis, peut-être l'année prochaine pour le documentaire, j'espère. Je sais pas comment ça va évoluer encore. On verra. Mais mes gros focus, c'est là-dessus, tu vois.
Ok, bon bah super. Alors vous avez compris, allez vous abonner à Victor. Je mettrai de toute façon tes réseaux en description, en note de podcast. Merci encore pour l'épisode, c'était super cool. Et du coup, on va conclure ici. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci à toi, Ziad.